Bonjour à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur la chaîne du Figaro TV. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet grave, les violences dans le périscolaire, un phénomène dévoilé par de récentes révélations qui éclaboussent nos institutions et mettent en cause le recrutement des agents. Les parents lancent l'alerte, on en parle dans un instant. En culture, on s'intéresse à une histoire vraie, tragique, autour d'un film pourtant comique. On s'intéressera à La femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob, c'est au théâtre Montparnasse. Et enfin de la conso, c'est la routine qui cartonne en ce moment, la skincare coréenne. On décrypte ce phénomène en fin d'émission. C'est une affaire qui choque. Depuis fin 2025, plusieurs scandales touchent le périscolaire parisien, notamment après des révélations de violences physiques et des soupçons d'agressions sexuelles impliquant des mineurs dans des écoles maternelles. Plusieurs animateurs ont été suspendus ou mis en examen et une plainte collective de dizaines de parents a été déposée pour violences sur mineurs et défaillance de surveillance. Alors dans quel état est notre périscolaire? Comment protéger nos enfants? Comment alerter? Et y a-t-il un problème structurel? Ce sont toutes les questions que nous allons aborder avec mes invités. Emma Ferrand, vous êtes journaliste au Figaro. Merci beaucoup d'être présente avec nous. Également en visio, Anne, vous êtes cofondatrice de SOS Périscolaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Et également en plateau, Christian Flavigny, vous êtes pédopsychiatre. Et Adam Semaille, vous êtes secrétaire général de la CFDT Paris. Merci à tous d'être avec nous en plateau. Emma Ferrand, je commence par vous. Vous êtes journaliste au Figaro et vous avez publié un papier sur ce phénomène. Est-ce qu'on peut rapidement revenir sur les faits, les rappeler? Quand est-ce que tout a commencé? Quand est-ce que le scandale a éclaté? Alors, le scandale a éclaté fin novembre, début décembre, mais bon, ça fait des années que, évidemment, ça se sait, que les parents alertent. Anne en discutera, en parlera sans doute mieux que moi tout à l'heure, mais ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on en parle. Et puis, effectivement, depuis fin 2025, il y a eu en fait une première communication de la part de la mairie de Paris qui évoquait un certain nombre de suspensions d'animateurs. Et puis, de fil en aiguille, finalement, les langues se sont déliées, les parents ont commencé à en parler de plus en plus. Les plaintes ont commencé à arriver de plus en plus également. Et puis voilà où on en est. Là, on n'a pas de chiffre officiel du nombre de plaintes aujourd'hui déposées auprès du parquet de Paris, mais il y en a énormément. Mais elles ont commencé à être déposées donc début 2025, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de tabou qui s'est brisé et la parole s'est un peu libérée. Et même avant, en réalité, quand on regarde, en fait, il y a même des parents d'une école dans le 3e arrondissement, l'école Paul Dubois, qui, eux, avaient déposé plainte en 2019 pour des faits qui dataient de 2018. Donc on imagine finalement qu'il y a déjà eu ce genre de problème depuis de nombreuses années. La mairie de Paris avait aussi fait un rapport en 2015 soulignant justement certains dysfonctionnements. Donc on se doute que ça ne date pas de ces derniers mois, qu'en réalité c'est un vrai problème de fond qui dure depuis des mois et des années. Anne, je me tourne vers vous en visio. Vous êtes cofondatrice de SOS Périscolaire. Vous avez découvert ces faits, ça vous a évidemment choqué et vous avez décidé de porter la voix de ces enfants et de ces familles. Racontez-nous un peu votre combat et le combat de votre organisme. Alors nous, le collectif est né en 2020, début 2021. On était deux mamans et on a très rapidement compris via des échanges sur les réseaux sociaux, sur Facebook à l'époque, que en fait tous ces faits qui avaient l'air isolés étaient en réalité systémiques. C'est-à-dire que ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que toutes ces affaires étaient différentes, tous les témoignages de parents qui nous arrivaient étaient différents et pourtant tous se ressemblaient. Donc on a très vite compris que, comme le disait Emma, il y a un problème structurel de fond et qui malheureusement ne date pas d'hier. Ce qui peut-être a changé, c'est qu'effectivement la parole s'est libérée. On a quand même plus d'écoute, je pense, aujourd'hui. Malheureusement, les institutions n'ont pas suivi et on constate tous les jours depuis notre création que les signalements ne donnent pas suite à des actes, que les signalements sont souvent arrêtés en fait dans leur parcours et que donc le système est vraiment à revoir, qu'il s'agisse de Paris, qui bénéficie quand même d'infrastructures telles que la DASCO et les CASP, qui sont les bureaux dédiés par arrondissement à ces problématiques de périscolaire en particulier, mais aussi, et je le dis parce qu'on est sur une émission qui parle aussi de l'Île-de-France, et l'Île-de-France et la province, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, en fait, il faut savoir que quand on sort de Paris, le reste de la France est en fait soumis à différents statuts qui ne sont pas uniformes et uniformisés, ce qui rend les signalements encore plus compliqués parfois. Ouais, personne n'est épargné. Et aujourd'hui, on en est où? Parce que j'ai vu que vous aviez interpellé le président de la République, Emmanuel Macron, sur cette question, justement.
Oui, en effet, nous, en tant que maman parisienne, on a évidemment commencé avec des parents parisiens, avec des affaires parisiennes, mais dès on s'est positionné en tant que lanceuse d'alerte et qu'on a rencontré déjà la mairie de Paris, donc début 2021, les témoignages qu'on a commencé à publier ont donné lieu à un appel d'air et on s'est aperçu que c'était vraiment une problématique nationale. Donc notre positionnement aujourd'hui, c'est de faire en sorte que évidemment les choses s'arrangent à Paris. On travaille en étroite collaboration avec la mairie de Paris pour les aider en fait sur ce chemin qui va être long, mais bon, Elle sur vous lequel il entend, faut la bien mairie de Paris? s'engager. Vous vous sentez entendu par la mairie de Paris? Alors oui, c'est lent. On a bien vu que Monsieur Bloch, pour ne pas le nommer, dans les médias, était difficile à convaincre sur le côté systémique. Ça a été un frein pour nous, ce monsieur, puisque en fait, on n'était pas du tout entendu, voire pas du tout considéré. On a été presque moqué au point de départ. Aujourd'hui, plus personne ne peut nier la gravité de ce qui se passe. Donc évidemment, on a une meilleure écoute et ils ont enfin compris que oui, on était aussi une ressource pour eux puisqu'on est la voix des parents. On peut leur expliquer ce qui se passe sur le terrain, les difficultés qu'en rencontrent les parents. Et donc, comme je le disais, on veut aussi maintenant changer les choses au niveau national. C'est pour ça qu'on s'adresse au chef de l'État et à son gouvernement. On reviendra plus tard sur ce que vous allez demander précisément au président de la République. Adam Semel, je me tourne vers vous parce que, en fait, j'ai vu dans des interviews précédentes que vous disiez, comme ce qui a déjà été dit sur ce plateau, en fait, ça fait plus de 10 ans que vous alertez sur le sujet. Qu'est-ce qui a été fait depuis 10 ans? C'est quand même choquant comme terme, comme date. Oui, tout à fait. Oui, ça fait plusieurs années que nous alertons. Je disais en 2013, mais aussi avant, sur les difficultés du métier. Ce qui a changé, je dirais, c'est qu'on a professionnalisé le métier, donc on a rajouté des tâches supplémentaires à l'ensemble des animateurs ou des directeurs du périscolaire. Et on n'y a pas mis ni les moyens humains, ni les moyens financiers pour leur permettre d'exercer. On leur en demande fonctions. trop à ces animateurs? Bien sûr qu'on leur en demande trop à ces animateurs, à ces directeurs du périscolaire aussi, qui doivent organiser la vie sur l'accueil ou sur l'école, puisque là je parle de Paris, en l'occurrence à Paris les centres de loisirs sont dans les établissements scolaires. On leur demande beaucoup et on ne leur donne pas les moyens de faire, ni les moyens humains, ni les moyens de formation. Donc vous rejoignez ce qui a été dit, pour vous c'est un problème systémique aussi. Il était dit tout à l'heure par Emma, je crois, c'est ça, juste avant d'être scolaire. Anne. Anne, pardon, autant pour moi. Anne, je connaissais Elisabeth, donc Anne maintenant, qui disait qu'il y avait un manque de considération. Nous, on le partage, ce manque de considération. Ça fait très longtemps qu'on réclame des moyens pour les animateurs. Ça fait très longtemps que notre syndicat, la CFDT Paris, a fait un travail de diagnostic sur le terrain. On a été à la rencontre des collègues pour savoir justement quelles étaient les problématiques les plus urgentes. On les a portées à la ville, à l'exécutif. Alors justement, quelles sont-elles? Parce que 10 ans, qu'est-ce qui ne fonctionne pas depuis 10 ans? Il n'y a pas de signalement, il n'y a pas de prise en compte, il y a un problème dans le recrutement, tout ça à la fois? Bien sûr il y a un problème dans le recrutement. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ce que je voulais dire, c'est que ce métier, on sait systématiquement dire après coup ce qu'il fallait faire. Mais sur le moment, au quotidien, il faut avoir des super pouvoirs. Vous passez de l'animateur à l'infirmier, parfois à l'éducateur, en effet, à l'assistant social aussi, puisque on parle de violence, mais on accueille des enfants qui sont victimes de violences chez eux, qui sont victimes de violences ailleurs, qui sont placés, qui sont suivis. Et donc, forcément, on doit leur offrir un cadre rassurant dans l'école. Et pour offrir un cadre rassurant, il faut connaître les besoins des enfants. Et pour connaître les besoins des enfants, il faut de la formation. Là, on parle des problèmes qui dysfonctionnent, des cas où ça dysfonctionne. Mais heureusement, il y a plusieurs cas où la ville a su faire. Ça fonctionne quand même. Oui, parfois. où ça fonctionne parfois. Et donc, c'est là où peut-être il faut se poser la question de se dire pourquoi dans certains cas ça fonctionne et pourquoi dans d'autres cas ça dysfonctionne. Moi, j'ai ma petite idée, mais... On en reparlera un petit peu plus tard. Christian Flavigny, je me tourne vers vous. Vous êtes pédopsychiatre. 10 ans, par exemple, ça veut dire que peut-être depuis 10 ans, certains enfants gardent le silence sur ce qu'ils ont vécu. Comment on fait? Ça empêche totalement de se reconstruire, j'imagine. Ça veut dire qu'on est dans un problème systémique, certes, mais dans un problème de société beaucoup plus large, qui est toute la question de la relation plaidée par notre société à la sexualité. Bon. Et je pense qu'il faut rappeler d'une façon très fondamentale que ce sont les parents qui ont la légitimité pour protéger leurs enfants des prédateurs sexuels. Je rappelle juste pourquoi. Parce que les parents incarnent pour l'enfant le lien entre la sexualité, la vie sexuelle, entre hommes et femmes, et la perspective de la mort, parce que l'enfant vient à la génération suivante. C'est un point fondamental que notre société veut écarter. La procréation, c'est le cœur de la procréation, et notre société veut banaliser cela, et elle se consacre à une perspective hédoniste de la vie sexuelle, qui est vantée jusque pour les enfants.
on en reparlera peut-être à propos de la question de l'enseignement de la sexualité, de la question sexuelle aux enfants au milieu scolaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les parents ont cette légitimité parce qu'il y a ce qu'on appelle les interdits familiaux qui régissent. Les parents en parlent d'abord. Alors il faut que les parents soient les responsables et qu'ils aient vu sur tout ce qu'il se passe dans le milieu de l'école. Et c'est cela qui a été empêché, notamment par le fait que l'éducation nationale a tendance à empiéter sur le rôle des parents dans beaucoup de situations, dans beaucoup de rôles, ce qui est de disqualifier les parents. Alors que les parents doivent avoir le rôle de protection et donc le rôle à l'égard des enfants d'éducation, l'éducation nationale ayant le rôle de l'instruction. Et là, il y a une confusion qui s'est établie et qui est parfaitement nuisible au fait de la protection des enfants. Alors à ce moment-là, c'est cette protection qui permet aussi que le lien avec des parents avec les enfants permette de réguler et de savoir ce qui se passe et que les parents aient le regard sur ce qui se passe. Parce que les autres professionnels n'ont pas ce régulateur interne, je dirais, de la relation qui permet de protéger les enfants des prédateurs sexuels. Mais alors j'entends justement, et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui nous regardent et qui se demandent concrètement comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut repérer chez un enfant, par exemple, des signes qu'il a pu être victime d'abus ou de violences. Comment on fait quand on est un parent ? Alors, quand on est un parent, je dirais, on est à l'écoute de son enfant et on est à l'écoute. L'écoute de l'enfant est quelque chose de complexe parce que l'enfant dit, mais il faut aussi parfois entendre au-delà de ce qu'il dit. Bon, donc effectivement, tous les malaises des enfants sont à décoder au travers du lien, je dirais, du lien familial. C'est là que l'on peut comprendre le malaise qui peut être dans la parole ou dans le silence de l'enfant. Mais est-ce qu'il y a des signes, la manière dont, des choses que peut faire un enfant ? Oui, il peut y avoir des signes. Il peut y avoir des signes d'alerte, en effet. Par exemple, des enfants qui dans des propos ou dans des conduites d'enfants, ce qu'on appelle les tripotages, ou la masturbation, des choses comme ça. Il peut y avoir ce type de signes, mais il ne faut pas se reposer uniquement sur ces signes. Je pense qu'il faut se reposer sur l'écoute de ce que disent les enfants et de ce que ressentent les parents, parce que c'est eux qui peuvent comprendre qu'il y a quelque chose sur lequel veiller. Voilà. Et à partir de là, il faut aussi qu'ils puissent, je dirais, avoir le contact, mais un contact positif dans leur rôle d'éducateur avec le milieu enseignant, qui a son rôle d'enseignement, qui a sa légitimité d'enseignement, mais pas la légitimité d'éduquer aux questions sexuelles. Les parents gardent leur rôle. Justement, je me tourne vers Anne, justement. Vous en avez rencontré beaucoup des parents. Qu'est-ce qu'ils disent quand ils voient leurs enfants se comporter un peu étrangement ? Ils se disent qu'est-ce qui se passe, etc. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent alerter ? Alors oui, bien sûr, pour revenir sur cette question, il y a des choses très pragmatiques à communiquer. Donc les premiers signes qui indiquent que quelque chose ne va pas, alors c'est en général, mais en particulier, là on est sur le cadre scolaire et donc périscolaire, c'est tout simplement le refus d'y aller. C'est-à-dire que quand tout se passait bien et que d'un coup l'enfant ne veut plus aller à l'école, refuse d'aller à la cantine ou dit qu'il ne veut plus aller à la sieste et qu'il identifie comme ça des moments très spécifiques ou pas d'ailleurs, ça peut être aussi plus général, je ne veux pas y aller, avec des peurs paniques, avec des pleurs. Évidemment, il faut le prendre en compte. On comprend que les enfants ne disent pas ça pour le plaisir. Ensuite, il y a tout ce qui est de l'ordre du corps, refus de se laver, refus d'être touché, refus d'être déshabillé, d'être habillé, de contact avec les adultes, même ses parents. Ensuite, il y a tout ce qui est de l'ordre de la régression, qui sont des signaux forts dans les cas d'abus sexuels, c'est-à-dire le pipi au lit, ça c'est un signe très très classique et très répandu. Évidemment des cauchemars, il va y avoir des régressions de langage par exemple, le retour de la tétine, du doudou s'ils avaient été abandonnés. Et puis, en dernier lieu, dans le cas des agressions sexuelles, c'est ce que monsieur disait juste avant, c'est-à-dire des attitudes sexualisées, c'est-à-dire, effectivement, soit on est sexualisé par rapport aux adultes, soit par rapport à d'autres petits camarades. Ça, c'est un signal d'alerte très fort qu'il faut écouter immédiatement. Emma Ferrand, c'est ce que vous ont dit, j'imagine aussi, les parents que vous avez pu rencontrer ? Absolument. Oui, tous ont constaté des changements chez leurs enfants. De tous âges d'ailleurs, parce qu'en fait on parle d'enfants, mais c'est très l'âge, je ne sais pas à quel âge exactement. Alors, il peut s'agir d'enfants très jeunes et il peut s'agir d'enfants plus grands ou d'adolescents. Je pense que la question qui me semble tout à fait importante, c'est la façon dont notre société, je dirais, porte l'idée
que l'enfant pourrait gérer lui-même sa protection. Sauf que là, sur le cadre du périscolaire, on est sur des très petits. Oui, on est sur des très petits, mais quand même, l'idée du consentement, je dirais, est valorisée comme ce que serait la protection de l'enfant. Et donc, ça serait à lui de se protéger, alors que c'est une notion forcément très ambiguë, parce que ça veut dire que, quand on a décidé, et c'est occulter le fait que c'est aux parents d'assurer le rôle de protection des enfants, donc d'écouter bien sûr leurs enfants, mais d'assurer à ce moment-là le rôle de protection s'ils pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut réguler. J'aimerais vous faire réagir à un témoignage de parents d'élèves, justement. On écoute et on commente juste après. C'est lourd. Après, on s'en doutait un peu parce que vu que le nombre d'enfants qu'on parlait, pour moi, c'était évident qu'il était coupable, ou en tout cas qu'il avait des choses à se reprocher. Voilà. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de communication. C'est que nous, on l'apprend par la presse, mais en fait, on nous a pas, il n'y a pas d'informations. La CAS ne nous donne pas d'informations. Voilà, c'est encore opaque, c'est très compliqué. Emma, cette maman d'élève, elle dit on l'apprend par la presse. Je pense que c'est un choc, qui est déjà un choc quand on l'apprend comme ça, mais par la presse, c'est encore plus choquant, j'imagine. Oui, alors maintenant, la mairie essaye de faire quelques efforts, ou en tout cas les écoles, de temps en temps, font des communications directement envers les parents en disant, voilà, réunion de crise, on a besoin que vous veniez demain matin à 8h à l'établissement parce qu'on a quelque chose à voir avec vous. Ils évoquent très rapidement de quoi il s'agit, une histoire de plainte, mais sans dire forcément qui, pourquoi. Ce qui panique encore plus les parents. Ce qui panique les parents, après ils se doutent, ils arrivent une fois sur place et là c'est encore très évasif, on leur explique pas quel animateur est concerné, du coup si cet animateur-là a pu rentrer en contact avec leurs enfants, on leur dit pas l'objet forcément le motif de la plainte. Donc évidemment, d'un côté on se dit ok, les parents sont convoqués, et d'un autre ils repartent avec encore plus de questions que quand ils sont arrivés. Mais donc oui, effectivement, ça ne m'étonne pas d'entendre cette maman qui dit qu'effectivement, elle a été alertée par la presse. Mais c'est gravissime quand même d'être alerté par la presse de scandales pareils. Il s'agit quand même d'enfants. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, je pense que la ville est soumise aussi à un respect des procédures et des règles. Est-ce qu'elles sont justement trop compliquées, peut-être, ces procédures, ou pas ? Je ne sais pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, encore une fois, je le disais tout à l'heure, il y a des cas où ça fonctionne. Si on prend l'exemple de Paris, il était dit tout à l'heure que Paris était réparti en plusieurs circonscriptions. Vous avez en effet parfois des règles, des pratiques qui se font dans des circonscriptions et qui ne sont pas les mêmes dans une circonscription qui peut être à quelques mètres, à quelques kilomètres de l'autre. Donc ça, déjà, c'est un véritable problème. Il faudrait justement voir tous les cas où ça a bien fonctionné, où le signalement est monté jusqu'au procureur et le travail a été fait, la chaîne hiérarchique, si elle a bien été respectée, et essayer de la généraliser à l'ensemble de Paris. Déjà rien que ça, d'avoir un process clair défini pour l'ensemble des circonscriptions, parce que l'enfant n'a pas à subir les défaillances d'un arrondissement en particulier, d'une circonscription, parce qu'elle est moins bien organisée ou elle ne respecte pas les règles de signalement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, encore une fois, nous ne sommes pas formés. Moi, j'ai commencé comme animateur, et après j'ai fait ma carrière à la ville et j'ai fait autre chose. Mais quand j'ai commencé comme animateur, je disais la dernière fois à une de vos confrères, une consoeur journaliste, et j'avais complètement oublié, j'ai démarré en 2008 et je remplaçais déjà un animateur suspendu pour des cas de violence. Mais on ne me l'a pas dit comme ça. Enfin, moi, je ne l'ai pas su par le personnel qui m'a recruté. Donc les enfants que vous aviez face à vous, potentiellement, avaient été ceux qui avaient été abîmés par la personne qui était avant vous. Certainement. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que je suis arrivé sur cette école à l'heure du goûter, moment joyeux pour les enfants, on va manger, il y a une collation, il y a quelque chose. Et quand on me met sur cette école du 14e arrondissement, je remarque que les collègues pleurent, que les collègues vont pas bien, qu'ils sont en souffrance. Et c'est après, timidement, qu'une des collègues me dit « Oui, parce qu'on a un collègue qui est suspendu, c'est grave, la pression est insupportable. » Voilà. Donc, Tout est insupportable dans cette histoire, finalement. Mais bien sûr, c'est insupportable pour les collègues, c'est insupportable pour les collègues, pour l'immense majorité des collègues qui font leur travail. Enfants. Mais bien sûr, les enfants, c'est notre priorité. Quand vous êtes animateur et quand vous êtes formé à veiller au bien-être de l'enfant. Son bien-être physique, mais aussi moral. Donc on essaye systématiquement de faire en sorte que les enfants soient heureux. Ça doit être un espace sécurisé, le périscolaire, extrascolaire. Tout à l'heure, vous interveniez, vous parliez de l'école. Quand on parle d'école, on parle systématiquement de l'éducation nationale. On en oublie le périscolaire. Et pourtant, les enfants, ils passent parfois plus de temps. 24 heures en moyenne et 26 pour le périscolaire.
Donc voilà, il faut des moyens pour accueillir ces enfants. Les moyens sont clairement insuffisants. Après, vous me direz, je fais mon syndicaliste, là, je réclame des moyens. Bon, ok, c'est pour pas changer, mais non, en fait, il y a vraiment une nécessité d'avoir des moyens très, très importants. Et ça demande des choix politiques, ça demande de voir la réalité en face. Et pour le moment, je crois que personne ne l'a fait. Voilà. Anne, j'imagine que vous essayez de la voir, enfin du moins vous la voyez, cette réalité en face. Quel est le sentiment qui prédomine? Est-ce que c'est la colère? Comment est-ce qu'on fait avec cette colère justement? Comment on la gère? Parce que j'imagine qu'un parent qui apprend ça, sa première réaction évidemment c'est la colère. Alors, je voulais juste rebondir déjà pour dire que si demander des moyens pour le périscolaire, ça fait de vous un syndicaliste, alors vous inquiétez pas, tous les parents sont syndicalistes derrière vous, parce qu'effectivement, évidemment, les moyens, tout le monde en voudrait plus, les équipes les premières et les parents également, que ce soit Paris ou l'Île-de-France. Ce que je voulais également dire, c'est qu'on a parlé de communication largement défaillante juste avant. Effectivement, les parents apprennent les choses de manière systématiquement détournée. Nous, SOS Périscolaire, on le dénonce fermement, c'est inadmissible. On ne peut pas apprendre ces choses-là de manière aussi légère. Des réunions sont ensuite faites pour rattraper le coup, et encore, ça c'est à Paris. En dehors de Paris, encore une fois, c'est pas toujours le cas. On se cache beaucoup derrière de soi-disant règles. La réalité, c'est qu'à Paris, c'est la brigade des mineurs qui demande à la mairie de Paris de faire en sorte qu'on ne sache pas tout et que tout le monde ne sache pas tout. Et il y a pendant un long moment, la mairie de Paris accédait en fait à cette demande, et aujourd'hui ils reviennent là-dessus. C'est demandé pour généralement que les enquêtes entre guillemets se passent bien et ne pas teinter la parole de l'enfant en révélant des choses qui seraient trop précises. La réalité, c'est qu'aujourd'hui on comprend que c'est contre-productif. Déjà la BPM est complètement débordée, donc déjà qu'ils s'occupent d'avoir eux des moyens pour entendre les enfants rapidement et de manière efficace, mais surtout donc le fait de ce manque de communication, c'est contre-productif parce qu'on s'en rend bien compte dans les cas les plus récents, que ce soit par exemple à Paris 10, l'école Schwarzenberg, l'animateur mis en cause était là depuis 10 ans. Il est nécessaire en fait que les familles des enfants qui étaient là avant 2025 soient évidemment informées, et cette recherche de victimes, là par exemple, oui, il faudrait embaucher des gens qui se chargent de faire ça. Là actuellement, c'est nous, SOS Périscolaire, qui souvent essayons un petit peu de contacter des parents dont on nous a dit qu'ils étaient là avant, ou qui nous contactent même parce qu'ils sont inquiets. Et c'est pas à nous de faire ça en fait. Donc là, les moyens, effectivement, on saurait vraiment quoi en faire s'il y en avait plus. Par rapport à ce que vous disiez sur la colère, on la comprend cette colère, c'est inaudible pour des parents d'apprendre ça sur un coin de table ou au café. Et puis il y a le problème des parents élus. Souvent, on l'a vu dans l'école Saint-Dominique, les parents élus savaient un certain nombre de choses, ils n'ont pas voulu, ils ont refusé à d'autres parents qui faisaient des signalements de prendre part à ces signalements pour conserver visiblement la réputation de l'établissement. Enfin, on comprend que l'omerta est systématiquement contre-productive, et aujourd'hui, heureusement, la mairie de Paris donc revient un petit peu sur ces pratiques délétères. On essaye de faire en sorte que ce soit le plus transparent possible. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, et c'est valable aussi pour les équipes qui, comme le disait Adam, souffrent également de se voir confrontés à des choses, à des non-dits sur leurs collègues, voilà, une communication qui doit rester dans l'école. C'est très anxiogène pour tout le monde. Il faut vraiment que ça cesse et que la parole circule. Christian Flavini, je me tourne vers vous justement parce que est-ce que justement c'est contre-productif ce manque de communication? Est-ce que ça touche particulièrement les enfants, le fait qu'il y ait une espèce d'omerta, qu'on ne dise rien? J'imagine que les enfants le sentent et n'osent plus parler. Oui, il faut vraiment une clarification des rôles qui paraît vraiment essentielle, alors que là on les brouille, notamment dans cette notion de coéducation que certains... Quand vous dites coéducation, quand je dis coéducation, c'est ce que plaident un certain nombre d'associations de parents d'élèves qui mixerait finalement le rôle de l'enseignant et le rôle des parents. Or, je pense que c'est une erreur. Effectivement, il faut que les rôles soient bien clairs, c'est-à-dire que le rôle de l'instruction, qui est le rôle de l'éducation nationale, ou le rôle de s'occuper des enfants en dehors du moment de l'école, ça, ce sont des rôles, mais le rôle d'éducation et donc de protection des enfants à l'égard de tout ce qui est prédateur sexuel, c'est le rôle des parents. Et donc, il faut qu'il n'y a pas que des prédateurs sexuels, on est aussi sur des hurlements sur des enfants. Non, oui, alors les violences, si vous voulez, on a beaucoup parlé de
des questions d'abus sexuels, donc, enfin tout ce qui concerne abus à l'égard des enfants, il faut que les parents aient légitimement le droit de regard sur ce qu'il se passe. Et notamment, et l'éducation nationale a tendance à le refuser. C'est ça le sujet. Et peut-être aussi en périscolaire. Donc il me semble que c'est cela qui doit être clarifié de façon à ce que chacun soit dans son rôle. Parce que les enseignants ne peuvent pas assumer le rôle des parents. Ce n'est pas leur fonction, ce n'est pas leur formation. Et ce n'est pas le rôle. Il est tout à fait important qu'il y ait une formation des personnes du périscolaire, je dirais, à la compréhension de ce qui se passe pour l'enfant, pour pouvoir comprendre aussi, et notamment voir comment se conduire lorsque, par exemple, l'enfant est en colère, lorsque l'enfant est rejeté. Ça, c'est très important, parce qu'effectivement, d'autant qu'il y a des directives de la mairie de Paris qui, à cet égard, ne sont pas toujours extrêmement, et du ministère, qui ne sont pas toujours extrêmement pertinentes, parce qu'effectivement, il y a une tendance aussi, je dirais, à plaider à ce moment-là, ce qu'on appelle l'éducation positive, qui n'est pas toujours une très bonne idée, parce que c'est un manque de contenance de l'enfant par rapport à ses colères. Mais elle se situe où la limite, justement, là je me tourne vers vous, parce qu'elle se situe où la limite, justement, entre l'éducation, l'instruction, et en même temps on sait que parfois aussi ce sont les animateurs, ce sont les professeurs qui lancent l'alerte sur ce qui se passe à la maison aussi parfois. Comment on trouve la limite? Parce qu'en fait, si à l'école c'est pas sûr, à la maison c'est pas sûr, elles sont où ces limites en fait? Oui, c'est ça. En fait, si je comprends bien votre question, c'est de savoir, enfin, c'est d'être en capacité pour nous, les animateurs, de recueillir la parole de l'enfant. C'est ça. On n'en est pas capable. Enfin, on va être et on clair, voit qu'il y a certains dire. parents qui ne sont pas capables de recueillir aussi la parole des enfants. Déjà, à partir du moment où on n'a pas une formation commune, on n'a pas un socle commun, déjà, on n'a pas les mêmes compétences. Et puis après, dans un des reportages, là, il était dit il faut faire preuve de bon sens. Mais ça, c'est ce qu'on nous a rabâché tout le temps. Faites preuve de bon sens, mais le bon sens ne fait pas tout. Vous devez interagir avec des enfants qui bougent, qui vivent, qui se construisent, qui peuvent se faire mal, qui peuvent aussi pleurer, être pas bien, etc. Si vous n'avez pas la formation nécessaire pour les accompagner, pour les aider à se construire, déjà, vous partez avec un gros handicap. Ensuite, vous avez des enfants avec des besoins particuliers. Et au-delà des enfants en situation de handicap. Pour cela, la ville de Paris, mais encore une fois, je n'accable pas la ville de Paris, je pense que c'est un problème généralisé. Dans toutes les autres collectivités territoriales, ça doit être la même chose. Les formations qui sont proposées, elles durent en moyenne, au maximum de ce que j'ai vu, 5 jours. Quand vous avez un éducateur spécialisé qui, lui, a le droit à une formation de 3 années complètes, 3 années d'instruction où ils apprennent vraiment à connaître l'enfant, les différents âges de l'enfant, les besoins particuliers en fonction de l'âge. Tout ça, ça n'est pas proposé aux animateurs. Je vais encore reparler de mon cas. J'ai travaillé dans un centre de loisirs à parité. Dans l'idée, c'est super, la ville de Paris met en place des CLAP. Elle aime bien les acronymes. Qu'est-ce qu'un CLAP? Un CLAP, c'est un centre de loisirs à parité. Vous accueillez des enfants en situation de handicap, et puis ils sont accueillis avec des enfants valides, et puis ensemble, ils partagent la journée, et ça permet de créer de la mixité. Voilà. Bon. Et écoutez, déjà, premièrement, on accueillait beaucoup plus d'enfants en situation de handicap, et parfois des handicaps très lourds. Il y avait des enfants qui étaient dans des sièges moulés. Quand moi j'arrive là, je suis perdu. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas quels sont les besoins de cet enfant. Je ne sais pas si en le déplaçant, je lui fais mal ou je ne lui fais pas mal. Et là, on est aussi dans de la maltraitance. Les collègues, moi j'ai tenu, je crois, 8 mois à peu près dans ce centre de loisirs à parité. Mais les collègues qui tiennent longtemps, ils sont très courageux, parce qu'on ne sait pas avec ces enfants si on est maltraitant, si on est bienveillant, sans hurler, sans même les violenter, juste en les bougeant, en essayant de leur donner à manger, en essayant de jouer avec eux, on n'y arrive pas. On parlait des violences. Les violences, elles existent, mais elles existent aussi parce que vous avez un système qui est totalement défaillant. Quand vous avez les temps d'activité périscolaire, les fameux temps qui existent à Paris encore, là, et qu'on a vu disparaître un peu partout en France, les mardis et les vendredis, les enfants sont accueillis par un animateur. Et vous avez quelques intervenants associatifs qui viennent, donc 3 ou 4 par école en moyenne. Ces associations qui se sont montées, qui se sont créées et qui ont profité de cet aménagement des rythmes, ce ne sont pas des associations bien fiables. Donc il y a un problème de suivi des associations. Eux-mêmes, je ne sais pas comment ils recrutent. Moi, je sais que j'ai rencontré un des animateurs qui intervenait pour le cadre d'une de ces associations. Ce qu'il disait, lui, c'est qu'il a été recruté dans la rue. Il a été interpellé par une personne qui lui a dit, voilà, dis donc, t'es grand, tu fais du basket, alors parce que ce serait bien que tu viennes faire du basket avec les enfants. Voilà son témoignage, voilà ce qu'il me dit. Là,
vous comprendrez qu'il y a un problème. Ah bah, Et puis, recruter des animateurs dans la Bien rue, sûr. j'imagine que si vous racontez ça aux parents que vous avez pu rencontrer, là encore, il va y avoir de la colère. Oui, mais malheureusement, les langues se délient et ça, maintenant, les parents en ont pleinement conscience. On le sait que tout démarre d'un problème de recrutement, en fait. Et effectivement, comme vous Il le ne suffit disiez... pas d'aimer les enfants, quoi. Non, Mm. c'est-à-dire qu'il serait bien d'avoir effectivement déjà un certificat, un diplôme minimum requis, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Et effectivement, on recrute à la volée en disant tu fais quoi cet après-midi, tu fais quoi demain matin? Rien, viens travailler. Anne, je vous laisse le mot de la fin, justement. On recrute des animateurs dans la rue, les enfants sont en danger. Est-ce qu'il y a un petit mot d'espoir quand même? Alors oui, l'espoir, c'est que aujourd'hui, et on est content chez SOS Périscolaire d'avoir participé à cela, les gens se parlent. C'est-à-dire que nous, on voit bien qu'on fédère un certain nombre de parents, et pas seulement dans les écoles dans lesquelles il y a des affaires dramatiques, des parents qui veulent se saisir du sujet. Donc aujourd'hui, tout le monde sait. Aujourd'hui, tout le monde parle, les échanges se font, donc on ne peut plus ignorer le sujet, ce qui est déjà un énorme pas en avant. Nous, il y a 4 ans en arrière, vraiment, personne n'en parle, et on voit aujourd'hui que les candidats à la mairie de Paris s'écharpent sur ce sujet. Bon, on voit qu'il y a quand même, un peu d'espoir. Voilà, il faut maintenant que ce soit concrétisé dans des faits. Nous, ce qu'on demande, c'est une normalisation nationale, en fait, des statuts et des règles qui sont appliquées au périscolaire, puisque comme on le disait tout à l'heure, tous les enfants ne sont pas logés à la même enseigne. Déjà, dans Paris, entre les arrondissements, effectivement, selon l'efficacité des CASP. Donc. Mais à l'extérieur de Paris, chaque ville, et c'est hyper important de le dire, on est en phase de campagne pour les municipales, les maires sont ceux qui ont le droit de regard, les maires des mairies, bien sûr, sont ceux qui ont un droit de regard sur leur périscolaire. Quand quelque chose ne va pas dans une petite commune, très rapidement, on est face, parfois il n'y a même pas d'adjoint dédié à la petite enfance, donc on est directement face au maire de sa commune. Si ce dernier ou cette dernière ne veut rien faire, au-dessus il y a jeunesse et sport, et globalement ça s'arrête là. On ne peut pas aujourd'hui, pour ce qui est en dehors de Paris, compter sur le bon vouloir d'un maire pour faire que le périscolaire se passe bien. Il y a l'association Move Enfant qui vient de créer un outil que je trouve très intéressant. C'est une charte dont tous les citoyens peuvent s'emparer, et pour faire signer cette charte d'engagement aux candidats ou aux maires des communes pour que chacun, dans sa ville, s'engage pour protéger les enfants des violences qui peuvent leur être faites. Un engagement collectif donc pour protéger les enfants. Merci à tous d'être venus nous en parler sur ce sujet. On passe tout de suite à la partie culture. C'est une histoire vraie, tragique et méconnue qui se déroule pourtant autour d'un film mythique du cinéma français, Rabbi Jacob. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la femme, peut-être la seule, qui n'aimait pas Rabbi Jacob. C'est au théâtre Montparnasse. Charlotte Mazeneff et Bernard Malaka, vous êtes tous deux comédiens dans cette pièce. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je le disais, la femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob, ça raconte une histoire vraie. Moi, je l'ai découvert justement à travers cette pièce de théâtre, survenue en 1973, le jour de la sortie du film culte Les Aventures de Rabbi Jacob, avec Louis de Funès. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui se passe ce jour-là, justement? Ce jour-là, Danielle Craven, qui est donc la femme de Georges Craven, décide de détourner un avion, parce qu'en fait, elle ne veut pas que ce film sorte. Elle est persuadée, on est en pleine guerre de Kippour, et elle est persuadée que le fait de caricaturer les Arabes et les Juifs, ça va mettre de l'huile sur le feu. Et en fait, elle souffre d'une bipolarité, ce qu'on appelle aujourd'hui une bipolarité. Elle est malade. Et en fait, c'est une femme profondément humaniste qui veut la paix, évidemment entre les Arabes et les Juifs. Et donc du coup, elle se dit, oh là là, ça va être n'importe quoi ce film, il ne faut pas que ça sorte. Et donc elle détourne un avion. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Elle détourne l'avion. Est-ce qu'on peut raconter un tout petit peu plus ce qui se passe? Et surtout, quel est son mari? Alors, son mari, c'est Georges Craven. Georges Craven, c'est le fondateur des Césars, des Molières, de tout ça. Et à l'époque, c'est quand même le roi de Paris. C'est-à-dire que toute personne a envie de connaître Georges Craven. Voilà. Et elle fait partie donc de ce milieu avec son mari. Ils ont Georges Pompidou, ils ont les ministres. C'est la jet set. C'est carrément la jet set. Et il va se trouver que... Alors, on ne peut pas raconter véritablement ce qui va se passer après, mais en effet, ce moment où elle détourne cet avion est assez étonnant. Ce qui est assez étonnant, c'est que cette histoire n'est pas connue. Ben c'est ça, moi je disais, je l'ai découvert à travers cette pièce. Et on a des spectateurs un petit peu plus âgés, on va dire, donc qui ont connu cette époque-là.
peut-être 2 sur 10 nous ont dit oui, j'ai entendu parler de cette histoire-là, mais n'est-ce pas, en 2 jours c'était terminé, on n'en parlait plus. Alors que le film, on en parle toujours. Alors que le film, on en parle toujours, exactement. Mais donc on entend peut-être que cette histoire a été étouffée, volontairement. Il faut dire aussi qu'à l'époque, il y avait énormément de détournements d'avions dans les années 70. Voilà. Mais peu de temps avant, un homme avait détourné un avion, il avait été assommé, il avait été mis en prison, il avait été jugé très rapidement et libéré. D'accord. Elle a pris une balle dans la tête, je crois, et 2 balles dans le cœur. Le traitement n'est pas le même. Bien sûr. Alors, juste, je reviens donc au contexte. Elle refusé que ce film sorte parce que le contexte était tendu. Est-ce que là, quand vous faites cette pièce de théâtre, on est toujours dans un contexte quand même tendu? Est-ce que vous avez eu un petit peu peur ou des petites appréhensions quand même au moment de faire Oui, cette alors pièce? clairement, on a eu des appréhensions parce que le sujet est touchy, on va Bien dire. sûr. On a l'impression que 50 ans plus tard, on est exactement au même point, voire pire. Donc oui, il y a eu des appréhensions. Après, quand même, je pense que le lieu de la culture, c'est vraiment le lieu où il faut parler des choses et que rien ne doit être tabou. Et au contraire, c'est vrai que elle ne voulait pas que le film sorte, mais moi, même si ça partait d'un très très bon sentiment, je pense qu'au contraire, il faut rire, il faut parler des choses et il n'y a pas meilleur endroit que le théâtre ou que le cinéma ou que n'importe quel... Pour réconcilier les gens. Réconcilier les gens et pour les faire réfléchir. C'est une pièce qui fait réfléchir, qui réconcilie? Je crois. Mais même nous, ça nous a fait réfléchir énormément. Pendant la période du montage, on s'est posé énormément de questions justement pour essayer de border la chose. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un sujet qui a une résonance actuelle, évidente, sauf qu'on est dans les années 70. Et on a des choses qui existent maintenant qui, à l'époque, n'existaient pas. Qui permettent de comprendre. Voilà, et il ne fallait pas que l'auteur, d'un seul coup, soit quelqu'un qui, en 2026... disent, je veux parler de ce problème-là. Non, mais rester dans l'histoire, parce que l'important, c'est son histoire, enfin l'histoire de son personnage, l'histoire de cette femme. Justement, on va y revenir à l'histoire de cette femme, parce qu'elle tourne principalement donc autour de la compréhension du geste de cette femme. Qui était-elle vraiment? C'est aussi l'histoire d'un couple, on y reviendra. Mais alors, qui était-elle vraiment? Moi, je me suis demandé, est-ce que c'est une sorte d'Antigone, justement? Est-ce qu'elle est là, elle se dit, pour toutes mes convictions, je veux aller au bout? Exactement, je pense qu'en fait, c'est une femme qui est extrêmement généreuse. D'ailleurs, tous les gens qu'on a rencontrés et qui l'ont côtoyée disent qu'elle était extraordinaire. Effectivement, elle souffrait de cette bipolarité et souvent, en tout cas, moi, ce que j'ai constaté parce que j'ai des amis qui sont bipolaires, c'est qu'ils ont une générosité incroyable. Et en fait, cette femme qui est profondément humaniste, forcément, quand on a les phases un peu aiguës et là, vraisemblablement, je pense que c'était un jour où elle était en phase aiguë de crise, son geste va dépasser sa pensée. Elle est plus dans le réel. En tout cas, elle va faire des choses qui n'ont, pour le bon sens commun, le commun des mortels, le commun des mortels est un petit peu exagéré. Oui. Après, il faut savoir que Jean-Philippe, par exemple, a eu Jean-Philippe Daguerre, l'auteur et metteur en scène, a eu un des passagers au téléphone, donc qui a été pris en otage et qui a dit que lui, à aucun moment, s'était senti menacé par cette femme, à aucun moment. C'est-à-dire que de toute façon, elle avait envie d'obtenir ce qu'elle voulait obtenir, mais c'était pas une femme dangereuse. Elle pesait 50 kilos. On aurait envoyé deux policiers. Il lui mettait les menottes et c'était terminé. Enfin, je veux dire. C'est pas un terroriste, quoi. Elle avait dans son sac un petit chien. En plus, elle avait dans son sac un petit chien. Elle avait libéré tous les passagers. Donc, c'est vrai que je pense que la manière dont, soit il y a eu une boulette, soit, on peut pas savoir exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas. Les enfants pensent que c'est une boulette. Voilà. On ne peut pas réécrire l'histoire, mais en tout cas, c'est aussi l'histoire d'un couple, parce que la femme est évidemment au centre de la pièce, mais c'est aussi l'histoire d'un couple. Et quand on voit ce couple, on se dit qu'elle était peut-être pas très heureuse, cette femme non plus. Je ne veux pas vous accabler. Non, je ne sais pas, vas-y, c'est à toi de répondre à ça. Je pense que c'est une femme qui était... En tout cas, elle était très amoureuse et très amoureuse de ses enfants.
je pense que son geste aussi rejoint l'amour qu'elle a pour ses enfants. C'est-à-dire qu'on peut se dire, tiens, quelqu'un qui va aller détourner un avion sait que de toute façon, il va se retrouver en prison et donc du coup, va être séparé de ses enfants. Mais en fait, je pense que son amour pour ses enfants était tellement grand qu'elle s'est dit, il faut que je leur laisse un monde beau. Et donc du coup, mon attachement direct aux enfants passe après le fait qu'il faut que je leur laisse un beau monde derrière moi. Voilà. Et ça, je trouve ça sublime. Et alors, cette pièce, elle s'inspire de faits réels, mais elle mêle aussi un petit peu de fiction. Comment est-ce qu'on appréhende, justement, vous en parliez tout à l'heure, vous disiez, oui, alors là, on est en 2026, on a conscience de certains faits, mais ça se passe dans les années 70. Comment on prépare ce rôle, tout en voyant les actualités autour qui se passent et en essayant de se concentrer de se remettre dans les années 70, finalement? Surtout, je pense qu'il y a l'écriture de Jean-Philippe Daguerre, qui est là et qui nous guide du début jusqu'à la fin. Mais non, et puis moi, je ne sais pas, toi c'est plus difficile, parce qu'il n'y a pas vraiment d'image d'elle. Ah oui. Parce que moi, j'ai des images de... Mais on a des photos. Oui, on a des photos, mais on ne le voit pas, on ne la voit pas agir. Il y a des images de Craven, on voit très bien comment... il y a la nièce de Craven qui est venue... qui était très en larmes, qui était tout ça. Il dit, vous ressemblez beaucoup à Georges Craven. Je ne sais pas si c'était un compliment, mais si, je pense que ça en était un. Comment vous le prenez? Mais bon, peu importe. Et elle me dit, mais comment vous avez travaillé? Et je lui disais, c'est très drôle parce que, en effet, j'ai regardé comment il présentait certaines choses. Enfin, on le voit en train d'expliquer son métier et tout ça. Mais surtout, il y avait une chose qui était, quand il était avec Gina Lollobrigida ou Brigitte Bardot ou autre, hein, il était toujours en train de parler avec elle. Et puis, il y avait 2 ou 3 phrases qui sortaient, et puis il faisait « Ah !» Et puis hop, il passait à autre chose. Et je disais, je me suis un petit peu basé là-dessus, sur le fait qu'il a toujours une espèce de petit rire comme ça, mais qui permet d'évacuer un petit peu la conversation. Voilà. Et de fuite, exactement. Et elle me dit « Mais c'est exactement ça. » Il était exactement comme ça. Et le fils de cette dame était là et qui fait avec les mecs, avec les jeunes, c'est encore pire. Donc voilà, c'est amusant. Donc on arrive à approcher comme ça un personnage. Vous arrivez à vous en approcher, mais est-ce qu'ils vous touchent, ces personnages? Est-ce que c'est difficile de rentrer dans ce genre de personnages, qui sont des personnages assez complexes, qu'on aime ou qu'on déteste? Alors moi, j'adore mon personnage. Elle vous touche? Moi, elle me touche énormément. Elle m'émeut énormément, justement, parce que j'ai l'impression que c'est une femme... qui a été incomprise. Et en fait, ses revendications, c'était la paix entre les Arabes et les Juifs, c'était qu'on arrête l'armement, c'était d'avoir un monde propre, enfin, pas de pollution. Enfin, et donc on se dit, elle a été prise pour une folle, alors qu'en fait, toutes ces revendications, elles sont, et puis féministes, une féministe avant l'heure, elles étaient justes, quoi. Et en fait, c'est juste qu'elle était en avance sur son temps. Et comme toutes les personnes en avance sur leur temps, on les prend pour des fous furieux. C'est une pièce qui lui rend hommage? Complètement. Je pense vraiment qu'on rend hommage à cette femme. Et d'ailleurs, à la fin, on voit une photo d'elle qui est absolument sublime. Elle a un regard sublime, des grands yeux bleus, un peu comme vous. Oui, c'est une pièce qui lui rend hommage. Moi, je n'ai pas la difficulté de devoir me dire, oh là là, est-ce que ça ressemble à Danielle Craven? Parce qu'effectivement, on n'a aucune image d'elle. Je pense que la vraie difficulté, pour le coup, j'en parle, même s'il n'est pas là, c'est Julien Cigana qui interprète Louis de Funès dans la pièce et qui a vraiment fait un travail mais titanesque. Il est extraordinaire. Et lui, il a la dure tâche de rendre hommage à Louis de Funès. Et franchement, le travail qu'il a fait, il est bluffant, quoi. Enfin, il y a un message politique dans cette pièce, on peut le dire ou pas? De paix. Alors, message politique, non. Je ne pense pas. On a essayé de discuter, on a beaucoup discuté là-dessus, que ce soit pas parce que c'est pas très mal pris. Il y a même déjà des gens qui on sait très bien qu'à l'heure actuelle, vous mettez un juif en scène, il peut y avoir quand même déjà des grilles de lecture qui s'installent. Voilà, c'est très vite fait. Donc politique, non, mais il n'empêche que tout est politique. Hein. Donc le fait de monter un spectacle comme celui-là, avec le discours qu'elle tient en tout cas, ou même le discours que Craven a de temps en temps, on entend dans certaines répliques quand même certaines choses qui montrent bien de quel côté il est. L'appartenance à Pompidou, enfin le lien avec Pompidou, voilà. Oui, mais c'est politique, oui, on peut dire ça, parce que tout est politique. Oui. Bien sûr. Mais le message, en tout cas, de paix, oui, ça c'est. Ah ça, oui, ça c'est clair. Certain. Et ma dernière question, est-ce que vous avez toujours plaisir à regarder Rabbi Jacob quand même?
Ah oui. Ouais. Jean-Philippe l'a regardé avec nos 2 enfants il y a 4 jours, 5 jours. Non, c'est Et vraiment on s'en lasse pas. Non. Et puis c'était une réussite complète parce qu'en effet, le danger de faire un film sur un thème comme celui-là et d'arriver à faire rire tout le monde, c'est extraordinaire. Très bien. Eh bien, on vous invite évidemment à aller voir La femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob, c'est au théâtre Montparnasse. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous en parler. On passe tout de suite à la chronique Conso. C'est un phénomène que vous n'avez pas pu rater, la skincare coréenne. Fini les full face, le naturel revient en force. On préfère désormais le soin au maquillage et les produits coréens apportent des nouveautés qui plaisent. On analyse ce phénomène avec Justine Feutry. Vous êtes journaliste beauté au Madame Figaro. Merci beaucoup d'être avec nous. La skincare coréenne, déjà, d'où ça vient de Corée, mais depuis quand ça a été remis au goût du jour? Alors, ça fait un petit moment finalement que ça a été remis au goût du jour. On avait vraiment on a eu cette vague depuis, je dirais, les années 2000. On avait notamment en 2007 Herborian qui a été fondée par une Française qui avait vécu en Corée et qui avait voulu créer justement face à tous les bénéfices qu'elle avait vus là-bas une crème. Enfin, au départ, voilà, ça arrivait surtout, le succès arrivait avec les bébés et CC crème, donc ces fameuses crèmes teintées gorgées de soins. Et ça a vraiment contribué, je pense, à révolutionner un peu aussi en France la manière d'aborder le maquillage. Et je dirais que depuis 3-4 ans, on a un vrai retour en force, je pense, pour plein de raisons. C'est vrai que la culture coréenne s'est vraiment immiscée un peu partout grâce aux réseaux sociaux, avec beaucoup de tutos. Ça a vraiment contribué à cette mondialisation de la tendance de la beauté coréenne. Il y a aussi le succès de la K-pop, des succès aussi comme des séries sur Netflix. On a envie de ressembler aux acteurs, aux actrices. Voilà. Et surtout, ça donne envie parce que il y a quand même une image de peau très saine qui fait envie. Bien sûr, mais alors quelle est la spécificité justement de cette culture coréenne? Comment on fait pour avoir une super belle peau? On veut tout savoir. Donc, je pense que le plus important, et vraiment, c'est que la beauté coréenne met le soin au cœur de la routine. C'est vraiment le plus important et vraiment la peau doit être... parfaite, c'est un peu l'idée, mais voilà, on a vraiment cette idée de peau en pleine santé, rebondie, gorgée d'hydratation, exactement, et même un peu plus, c'est un peu ce que nous montre la tendance de la glass skin, donc cette peau avec un effet un peu miroir, vert, enfin c'est ça un peu la définition, mais c'est vraiment une peau gorgée, presque surhydratée, voilà, elle est gorgée d'hydratation, et c'est devenu un phénomène sur les réseaux sociaux. Alors après, dans la réalité, on l'a un peu plus adapté à la sauce française, mais il y a énormément de marques même françaises qui ont développé des produits pour cette fameuse peau très lumineuse, très brillante. Et très hydratée, parce que exactement, justement, vous avez commencé à en parler. En fait, c'est une philosophie de soins qui est un peu différente. Ça met l'accent sur la prévention, l'hydratation, plutôt que le traitement après la catastrophe de ce qu'on a pu faire à notre peau. Exactement, et je pense que ce qui caractérise aussi la beauté coréenne, c'est vraiment une routine qu'on pourrait qualifier vraiment de layering, donc c'est-à-dire d'une superposition de couches. Et alors ça peut faire peur, parce que nous en France, on est plutôt l'assise mort. Minimaliste. Voilà, exactement. Et en Corée, on a une routine qui est en 10 étapes. Mais en vrai, combien de temps une routine en 10 étapes? Alors en vrai, ça peut prendre 10 minutes. C'est surtout, l'important, c'est de bien respecter l'ordre des soins, qui permet en fait, chaque soin finalement permet d'optimiser le suivant. Le suivant, c'est notamment, par exemple, ils ont une étape qui s'appelle les essences, qui permet vraiment d'amplifier les effets du sérum et de la crème de jour qu'on va mettre après. Et donc ça, c'est vraiment, ça peut faire peur, mais en vrai, il y a peut-être 2 produits qu'on rajoute par rapport à une routine française. Mais c'est pas dangereux de superposer trop de couches sur la peau? Il y a un peu les 2 avis. Je pense que l'important, c'est d'écouter sa peau et ses besoins. Évidemment, une peau très sèche aura plus besoin d'hydratation. Une peau avec des problèmes des imperfections, etc. Il ne faut pas non plus trop la surcharger. Donc ça, je pense que c'est important. Je pense que le meilleur message, c'est toujours d'écouter sa peau. Après, logiquement, il y a plusieurs étapes qui n'ont rien de dangereuse. Après, par exemple, sur l'étape du SPF, qui est vraiment la dernière étape de la routine. J'allais y venir, la dernière étape de la routine quotidienne. Vraiment, la K-Beauty prône une protection solaire tous les jours. En France, les avis sont un peu divisés, les avis d'experts. L'idée aussi, c'est que à force peut-être de mettre un filtre solaire tous les jours, on peut sensibiliser sa peau, on peut créer des allergies. Est-ce que dans une ville, en plein hiver, on a besoin de mettre un SPF 50 ? Les avis clairement sont partagés. Donc l'idée, c'est, je pense, de plutôt adapter. Évidemment,
le plus important, c'est de se protéger quand on s'expose. Mais après, voilà. Est-ce que tous les jours ou pas, les avis divergent? Voilà, les avis divergent. Donc ça, c'est après à chacune de choisir. Mais ça peut... Enfin voilà, des experts qu'on a pu interviewer, en tout cas dans nos pages, les avis sont très diversifiés, donc voilà, ça c'est après à chacune de voir aussi comment sa peau réagit et aussi quelle est la nature de l'exposition, si effectivement on met... oui, qu'on soit à Marseille ou Paris, c'est légèrement voilà, différent. déjà la ville est différente, si on met une demi-heure en marchant ou qu'on fait du vélo, alors que si on prend le métro et qu'on fait chez soi, métro et son bureau, bon voilà, il y a peut-être moins d'effets... En revanche, il y a une étape qui met un peu tout le monde d'accord, de ce que j'ai pu regarder un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est le double nettoyage. Alors, si j'ai bien compris, c'est de l'huile, puis un nettoyant. Exactement. C'est un corps gras d'abord pour enlever la première partie du maquillage, et ensuite c'est un nettoyant à l'eau, donc plutôt à queue. Ça peut être un gel, ça peut être une mousse. Et l'idée, c'est vraiment de parfaire en fait le nettoyage. C'est-à-dire que voilà, un démaquillage, c'est très important, et ça on le dit toujours, le démaquillage est très important, mais le nettoyage après va vraiment parfaire le démaquillage. Donc c'est ça qu'on appelle le double nettoyage, et c'est aussi pour ça que derrière ces étapes de toner ou d'essence, c'est aussi que ça peut avoir tendance à dessécher la peau. Donc l'idée c'est aussi d'apporter une couche d'hydratation. Mais vraiment le corps huileux est très important parce que le gras attire le gras, donc c'est vraiment ce qui va enlever la pollution, les traces de maquillage, etc. Et la deuxième étape, bien parfaire, justement, pour une peau parfaitement nettoyée. Alors là, tout ça, ça nous vend du rêve, mais est-ce qu'il y a quand même pas certains risques? Est-ce qu'il y a des risques avec certains produits coréens? Parce qu'on ne les maîtrise pas tous forcément, justement. Alors, moi, je ne suis pas dermato, donc j'aurais tendance à dire qu'il faut vraiment, comme je disais tout à l'heure, écouter sa peau et aussi voir avec son dermato, etc., sur les besoins. Ensuite, je pense que pour bien les choisir, la meilleure des sécurités, c'est aussi d'acheter des produits qui sont vraiment vendus en France, dans des enseignes type Sephora et Galeries Lafayette. Qui ont été vérifiés, qui passent les normes. Et surtout qui passent les normes européennes, en sachant que les normes européennes sont les plus exigeantes au niveau mondial. Donc si ça a été validé, logiquement, il n'y a pas de problème en cours. Donc, mais j'encourage justement à ne pas acheter via des sites obscurs, etc. Voilà, si on achète sur des points de vente de référence, logiquement, c'est vérifié. Alors maintenant qu'on a vu quelques étapes, un peu où les acheter, il y a une question forcément que tout le monde se pose, le prix. Combien ça coûte d'avoir une bonne skincare coréenne? Alors, il y a un peu tous les prix. Après, c'est sûr qu'on multiplie les produits. Un des gros succès aussi et de démocratisation de la K-beauty, c'est aussi les masques, les fameux masques en tissu, etc. D'ailleurs, on a vu fleurir un peu, alors notamment dans la capitale, les bars à masques aussi. Donc, c'est ces petits masques qu'on achète qui coûtent 3, 5. Voilà, donc ça, c'est un peu de la beauté instantanée et à petit prix. Donc voilà, on peut s'amuser. Et je crois qu'il y a aussi ça fonctionne vraiment, un masque comme ça, un soir, pour se détendre? Alors, il y a déjà l'effet détente, ça par contre, oui, il marche bien. Après, c'est un peu, tout dépend. Je pense que par exemple, si on a des problèmes d'imperfection et qu'on fait un masque à l'argile, oui, ça peut être efficace. Après, il y a eu un peu tout ce phénomène sur les masques de collagène. Donc justement, pour avoir cette fameuse peau, cette glass skin très rebondie, bon, dans les papiers qu'on a pu faire, les gens nous disent que voilà, il y a un effet un peu immédiat, mais que rien ne remplace une hydratation régulière et quotidienne. Donc voilà, c'est un effet un peu waouh qui marche bien sur le moment. Après, les vidéos qu'on a pu voir de femmes qui se posaient un masque et qui sortaient au bout de 12 heures d'avion avec une peau incroyable. Bon voilà, il y a un peu un effet réseaux sociaux aussi qui parfois transforme un peu la réalité. Mais une chose est sûre, voilà, il y a l'effet hydratant instantané est là. Après, sur la durée, rien ne remplace, comme je disais, une bonne hydratation avec un sérum, une crème adaptée. Voilà. Est-ce que c'est un phénomène, justement, on parlait de la durée, qui va durer selon vous? Est-ce que tout cet apport de la Corée en termes de skincare va durer en France? Est-ce qu'on va la garder? Alors oui, clairement, là, la Corée a fait un bond. Je crois qu'elle a augmenté de 20% ses exportations. Sephora vient de signer un gros partenariat avec Olive Young, qui est le leader d'enseignes de beauté là-bas. Et je pense que ce qui va marcher aussi, c'est que la beauté coréenne, elle est très innovante. Elle va aller chercher des actifs. Voilà, on parle beaucoup de PDRN, qui est en fait un actif qui est issu, alors ça fait un peu peur, mais qui est issu du sperme du saumon. Oui, ça donne pas très envie, là, tout de suite. Mais qui a apparemment des vertus assez révolutionnaires. Ils sont assez pointus, ils sont vraiment des technologies de pointe. Là-bas, en Corée, on peut aller dans un magasin et grâce à l'intelligence artificielle et des techniques de diagnostic de peau, avoir des produits vraiment sur mesure.
Donc moi, je pense qu'ils ont vraiment aussi une vision à long terme qui est assez intéressante. Et donc je pense que oui, ça va continuer, et notamment parce que voilà, on a toujours envie de nouveautés. Merci beaucoup. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée sur la chaîne du Figaro TV et on se retrouve très bientôt.